véritable affaire. Elle ressemblait tellement aux précédentes, à celles sur lesquelles j'avais échoué. Mais à peine débarqué, que je retombais sur mes vieux travers, incapable du discernement indispensable pour espérer sauver cette équipe ou cette appli. Et pourtant, je voulais que ça change. L'heure de la remise en question avait sonné. Il était temps de mener une véritable enquête à la hauteur du loué que je voulais vraiment devenir. Laissez-moi vous raconter ça. Comment il se serait débrouillé? Ah, mais le micro peut-être. Ah, le fail du démarrage, c'est beau. Bonjour. Comment se seraient débrouillées mes inspirations? Alors désolé si la ref est un peu confidentielle, mais mes inspirations, Tex Murphy, Eddie Valiant, Dick Tracy, Sherlock Holmes, c'est un peu trop... se la pète, j'aime pas. Mais comment se seraient débrouillées ces inspirations-là? Je pense vraiment que c'était la bonne question à se poser. Il devait bien y avoir un moyen de comprendre ce qui nous faisait aussi mal dans ce projet, dans cette appli, dans tout ce codebase. En arrivant sur ce projet, j'avais commencé un peu comme je fais d'habitude. J'ai regardé le code, j'ai discuté avec l'équipe. Puis j'ai vu des trucs qui allaient pas, qui me plaisaient pas. J'ai essayé de corriger, mais le problème, c'est que j'ai déjà essayé de faire ça plein de fois. Et ça marche pas de ouf. Enfin, moi, ça n'a pas marché de ouf. Et je me suis dit à ce moment-là, il faut que je change de méthode. Et même, il faut que je trouve une méthode. Parce qu'à la base, je faisais ça sans méthode, un peu trop feeling, au talent. Et des fois, le talent n'en a pas autant que ce qu'on voudrait. Et je voulais vraiment, par cette méthode, essayer de traquer tous nos pain points, tous nos points douloureux. Les traquer comme on traque des criminels. Et les criminels, sur une scène de crime, même les meilleurs d'entre eux, ils laissent toujours des indices. Absolument toujours. Sauf que je ne suis pas dans la police scientifique, il n'y a pas eu de mort sur le projet, enfin, je ne crois pas. Et ils sont où, les indices? Elle est où, ma scène de crime? Eh bien, en fait... Alors, attendez. C'est toutes ces questions qui m'ont amené à essayer de développer certaines pratiques, de les mettre en place. Tout ce que je vais vous présenter, j'ai rien inventé. J'ai tout tiré du bouquin d'Adam Tornin qui s'appelle Your Code as a Crime Scene. Tout ce que j'ai fait, c'est choisir certaines parties que j'ai jugées pertinentes pour la mission sur laquelle j'étais. En général, une appli, elle va pas mal du jour au lendemain. Le lundi, on n'est pas « ouais, c'est bon, je fais mes évols, je livre en prod », et puis le mardi, je comprends pas, il y a 12 000 régressions. Ça prend du temps pour qu'une codebase, elle se dégrade. Et ce qu'on va chercher à tracer, à traquer, c'est cette dégradation dans le temps. C'est vraiment la dimension temporelle qui est importante. Et de ce point de vue-là, qui est-ce qui peut nous donner des infos sur l'évolution dans le temps de notre codebase? C'est notre source control. De ce point de vue-là, Git, c'est non seulement une balance, mais en fait, c'est la plus grosse balance de notre enquête. Ça sera notre indice, notre balance, il va tout lâcher. Et en vrai, pour commencer, je ne suis pas expert Git. Mais il y a un truc qui s'appelle Gitlog, qui est super facile à faire.
Alors GitLog, là, vous allez voir, j'ai une ligne de commande qui est, bon, voilà, c'est un GitLog. J'ai un pretty format pour faire un truc un peu joli, ça servira plus tard. Et je lui donne des dates. Et ça, c'est le premier point de réflexion que j'ai eu à avoir quand je suis arrivé sur ce projet. Je suis arrivé sur cette mission-là fin septembre 2023. Je me suis dit, ok, je veux lancer une analyse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance une analyse sur l'intégralité de la code base? Il y avait à peu près 50 codes. Je me suis dit, ça va faire gros. Et c'est peut-être pas forcément pertinent de savoir ce qui s'est passé il y a 4 ans. Donc j'ai discuté avec le projet, avec le management, avec les devs. Et pour la faire simple, il s'est passé ce qui se passe sur quasiment tous les projets du monde. Il y a un moment où la direction a dit « Bon, le projet, c'est bien, il se passe des trucs, mais par contre, là, on a besoin de beaucoup plus de choses pour rendre plus de services. Il faut que ça sorte vite. » Et le management du projet a eu la meilleure idée du monde à ce moment-là. Ils ont mis toute la pression sur les devs, il faut livrer vite. Donc ce qui s'est passé, vous connaissez le scénario, on met la pression sur les devs qui livrent de plus en plus vite, de plus en plus mal, avec de plus en plus de régression. Donc on fait rentrer des QA, on met plus de process, on en parlait à l'instant. Un bon vieux cercle vicieux tout pourri. Au bout d'un an, quand la situation s'est stabilisée, que tout est sorti en prod, le management a fait on n'aurait pas dû faire ça, ils ont fait leur mea culpa, ils ont dit ok, on va permettre à l'équipe d'essayer de redresser la barre. Et moi je me suis dit, donc sur cette année-là, il s'est passé des trucs, je vais prendre cette année-là en référence, donc on fait gaffe au format de date, là c'est 1er octobre 2022, donc je veux voir tous les commits du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un gros gitlog, je vais vous le sortir, si jamais. Alors, un gros gitlog, ça va ressembler à ça. Je voulais anonymiser, il n'y a pas les noms des contributeurs pour de simples raisons de confidentialité un petit peu. Mais en gros, ça sort ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous sort à peu près tous les commits du monde, avec les commentaires, les noms des fichiers. Devant chaque fichier, on a le nombre de lignes ajoutées, supprimées, tout ça, et il y a plein de trucs. Et en fait, je vous présente la scène du crime. Sauf que trouver des indices là-dedans, ça va être chaud. Mais c'est pareil dans la vraie vie, un enquêteur, quand il se pointe sur une scène de crime, même s'il y a un corps au milieu, il va pas trouver des grosses flèches en disant « les empreintes sont ici, les morceaux de tissu sont là et les cheveux sont par là ». Non, il va falloir chercher. Et ça va me demander pas mal de méthodos. Et au moment où je lance ça, je me dis « ok, ça va être plus long, ça va être plus compliqué. Il va falloir que je revienne à des choses plus simples, et il va me falloir du coup de la méthode. Mais en première analyse, ce que j'ai voulu faire, c'est quelque chose qui est proposé dans le bouquin, j'avais discuté avec l'équipe sur leur process de livraison, comment ils géraient leur Git. Et il y a des trucs qui faisaient que ça sentait pas bon. Je voyais que chaque livraison était plus longue que la précédente. Et j'ai fait donc une analyse de mots-clés. Attention, c'est très biaisé, j'ai cherché un truc en particulier, mais je suis content, je l'ai trouvé. J'ai fait mon chef de projet, j'ai sorti un Excel, j'ai fait un graphe. Dans les commentaires, j'ai à peu près 12 plus 16, j'ai 28% de merge, de branche, de PR, plus 3% de gestion de conflit, donc ça fait à peu près 31%. Et j'ai à peu près le même volume sur des bugs et du fixe. Pourquoi il y a autant de merge? Pour être réactif, l'équipe, ils se sont dit, on va avoir une branche par environnement. Alors, on a une branche de dev pour la plateforme de dev, on a une branche de int pour la plateforme d'inté, on a une branche de pré-prod, une branche de prod, comme ça, s'il y a un bug qui arrive tout de suite, on a la branche pour corriger. Et puis après, il faut faire les merges montants, descendants, avec les conflits, tout ça. Ils comprenaient pas, ils voyaient pas le problème, en quoi ça les ralentissait à fond. J'ai sorti ça en disant, voilà, vous avez ce problème-là, vous avez à peu près 30% de votre énergie qui passe en merge. D'un autre côté, vous avez des problèmes de qualité, vous avez 30% de votre énergie qui passe en correction. Et au final, vous avez moins de 40% de votre énergie qui délivre de la valeur. Pourquoi j'ai fait ça? Je voulais absolument que l'équipe prenne conscience de cette problématique-là. Et à un moment, il fallait aussi que le management soit au courant de ce qui se passait sur l'équipe de dev. Donc ça m'a fait un premier outil de communication auprès de l'équipe et auprès de tout le projet. En première étape, la conclusion que j'ai eue, c'est qu'effectivement, Git, c'est cool, j'ai tous les indices du monde, mais je suis incapable de les analyser. Je ne suis pas une machine, il va me falloir de l'aide. Une petite étude par mots-clés, c'est toujours pertinent. Enfin, moi, ça m'a semblé super pertinent. On peut les faire d'autres façons, en faisant des nuages de mots, en voyant ce qui revient le plus souvent. Moi, je l'ai biaisé pour prouver un truc en particulier.
Et concrètement, j'allais avoir besoin de méthodes et d'outils pour analyser le reste. Et la nuit portant conseil, ça sera pour le lendemain. Code maths, clock, qu'est-ce que c'est que ces trucs? On va commencer par le premier. C'est quoi CodeMath? Ça sert à quoi? CodeMath, c'est un petit outil open source qui a été développé par Adam Thornhill. C'est un petit outil en ligne de commande qui va justement être utile pour analyser mon git log, d'où l'importance d'avoir un pretty format qui soit un peu carré pour que lui puisse le lire. Qu'est-ce qu'il fait CodeMath? Alors c'est tout bête, c'est une pauvre ligne de commande, je vous ai mis la version complète pour voir, je déteste la ligne de commande, moi je suis un vieux boomer, j'aime bien cliquer les boutons, j'aime pas les lignes de commande, ça veut dire que tout le monde peut le faire. C'est juste, voilà, on a un petit truc Java, on lui lance ça. On a 2-3 paramètres à lui donner. On va lui dire quel type de source control on a. On peut faire du Git, on peut faire du SVN. Je crois même qu'il a poussé le truc, on peut faire du CVS, il me semble. Restez sur Git quand même, par pitié. Et on lui file l'export, du coup, du fichier de log que je vous ai montré juste avant. Et on lui donne un paramètre, quel type d'analyse est-ce qu'on veut faire. La première qu'on lance, en général, c'est un summary. Donne-moi un résumé de tout ça, que j'ai une big picture. Alors, il nous lance 4 stats. J'ai un nombre de commits. Donc là, sur un an, ok, j'ai 1500 commits. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Chacun en jugera. Un nombre d'entités, j'ai 1200 fichiers qui sont apparus dedans. J'ai 8200 modifs parmi tous ces fichiers. Et j'ai 18 personnes qui ont commité à travers toute cette année-là. Là, ce que je vous fais, c'est un rex, hein, tout est vrai. Je ne vais pas vous inventer des analyses que je n'ai pas faites. En l'occurrence, si. Il y a une analyse que je n'ai pas faite, c'est ce 18 là. J'aurais dû m'en inquiéter. Il y avait moins de 10 devs sur le projet, et 18 personnes qui committent sur un an. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille sur le niveau de turnover et sur la gestion de la connaissance qu'on avait. Malheureusement, je ne l'ai pas fait, mais pensez-y, si vous le faites, ça peut valoir le coup. Donc ce summary, c'est bien sympa, mais c'est pas fou. Moi, j'aurais aimé avoir un peu plus de synthèse sur toutes mes révisions. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la notion d'entropie logicielle? Levez la main si c'est un truc qui vous parle. Ok. Donc très rapidement, je suis désolé pour les puristes si ma définition elle est trop rapide, mais en gros, l'entropie, en général, c'est un truc qui parle de... ça vient de la physique. C'est un truc qui définit le fait qu'un système va tendre forcément vers plus de désordre. Si vous avez des enfants, mettez une chambre rangée, un enfant dedans, au bout de 20 minutes, vous revenez, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Et il ne faut pas 20 minutes pour ranger, il faut beaucoup plus. Dans le logiciel, tout ce que ça nous dit, c'est que plus une codebase, elle est éditée, plus elle vieillit, et plus elle va tendre vers un max de désordre qui va coûter beaucoup plus cher à rembourser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, je me perds dans mon histoire. Donc voilà, moi ce que je voulais voir, c'était les morceaux de code qui étaient les plus édités. Donc je lui ai demandé de me sortir un truc, j'ai relancé CodeMath et j'ai changé le paramètre. Plutôt que summary, je lui ai demandé, fais-moi la liste de toutes les révisions. Et il me sort ça. Et là, tout de suite, ça devient intéressant, parce qu'il me classe ça par ordre du plus grand nombre de modifs. Et je vois vraiment qu'il y a des fichiers où on revient super souvent dessus, plus du double d'autres. Et je me dis, il y a peut-être déjà un premier truc à regarder. Si on y revient souvent, potentiellement, c'est peut-être douloureux. Sauf que, tout seul, c'est pas un indicateur qui est, à mon sens, suffisant. C'est pas parce qu'on revient souvent sur un fichier qu'il est douloureux. Si on revient souvent sur un fichier de 200 lignes qui est propre, qui est clean sur ce qu'il fait, qui est bien couvert en test, tout, ça sera pas forcément un problème. Par contre, revenir régulièrement sur un truc qui est vraiment complexe, ça va être un autre souci. Le problème qu'on a à ce moment-là, c'est quoi la complexité? C'est quoi la complexité dans le code? Et comment je fais pour calculer une métrique de complexité sur l'ensemble de mon projet? Et là, il y a plein de métriques qui peuvent nous venir en tête. Souvent, on a des calculs de complexité cyclomatique, mais à calculer sur tout le projet, ça peut être compliqué, sachant que, j'ai pas précisé, j'étais sur un projet .NET, donc dans le code, j'avais du C#, de l'HTML, du SQL, du TypeScript, des bouts de fichiers en XML, JSON, enfin il y a plein de trucs. Et en fait, l'indicateur de complexité le plus basique, quelque part le plus pété du monde, mais qui suffit à ce moment-là, on va juste regarder la taille des fichiers.
En indicateur de complexité, c'est pas mal. Hein. Naviguer, essayer de scroller sur un fichier de 5000 lignes et un fichier de 200, ça va pas faire le même effet. Comment on calcule ça? Eh bien, il y a un petit outil qui s'appelle Clock. C'est une autre ligne de commande. Lui, il est facile. On appelle Clock, on lui donne le dossier du projet, lui dit fais-moi une analyse par fichier, en quiet s'il te plaît, parce que sinon mon terminal il va éclater, et tu me mets ça dans un gros fichier. Et c'est ce qu'il me fait. Alors Clock il est un peu optimisé, il me sort de quel langage il s'agit, et il me sort le nombre de lignes de code. Alors ça c'est le... Clock est un peu tuné, là c'est le nombre vraiment de lignes de code. Il sait aussi remonter le nombre de lignes de commentaires, le nombre de lignes vides, qui peuvent être aussi des bons indicateurs. Moi, je suis parti là-dessus, et déjà, premier avertissement pour moi, j'ai plutôt un profil back, et j'avais tendance à regarder que le back en me disant que le métier serait principalement dedans. Manifestement, j'allais devoir me mettre à regarder ce qui se passait côté TypeScript, parce que ça fait 2 fichiers que je remonte où je vois des points TS qui arrivent. Notoirement, j'ai l'impression qu'il y a des fichiers que je vois ici, que j'avais déjà vus sur le précédent. Et moi, ce que j'aurais aimé, du coup, c'est pouvoir automatiser le fait de mettre ces 2 infos un petit peu en même temps, de croiser ces 2 sources d'informations pour avoir quelque chose de plus pertinent. Pour ça, on va faire un peu de data viz, ça va être magique. Encore une fois, c'est un script que Adam Tornil met à dispo, c'est un petit script Python, CSV as enclosure JSON, voilà. On lui donne nos 2 fichiers CSV, un petit paramètre qu'on met à 1 bêtement, et on balance ça dans un report.json. Et ce report, on va pouvoir le coller, si je retrouve la souris, hop, on va pouvoir coller ça dans une page web avec une lib qui s'appelle D3, et qui va nous faire un boulot super sympa. Alors là, j'ai naturellement un petit problème de résolution, mais ce qui est sympa avec ce truc-là, c'est qu'on a une vision d'ensemble de notre code base. Plus le cercle est gros, plus il y a de code. Plus le cercle est rouge, plus il y a de modifs. Et d'un seul coup, c'est magique parce que j'ai tout de suite une vue sur ce qu'Adam Tornil appelle les hotspots, les points chauds. On dit souvent, un criminel repasse toujours sur les lieux du crime, plus il y a d'édition, plus on y revient. Et en fait, là, on a vraiment notre tableau où est-ce que, potentiellement, il y a des problèmes. L'avantage de cette visu, on peut zoomer, c'est super sympa, on peut faire mumuse. Pour l'anecdote, les niveaux de strat management de direction adorent ça. Vraiment, c'est ouf. Et à titre personnel, moi aussi, parce que vraiment, comme je vous disais, j'ai plutôt un profil back. Mon code back, il est là. Tout ça, c'est du front. Donc vraiment, j'avais foiré ma première approche, très très clairement. Donc, je suis arrivé à ça. Et, hop, je reviens. Avec cet outil, j'allais pouvoir tracer des suspects. Je les vois un petit peu. Il y a déjà des zones, des zones qui sont soumises vraiment à mon attention et que je vais pouvoir étudier. Donc, j'ai pu les identifier avec une analyse un peu quantité-complexité, une projection visuelle pertinente, et bien, toujours, encore une fois, la nuit portant conseil, le lendemain, j'allais pouvoir passer à des interrogatoires. C'est trop chaud. Des fois, il y a des gens qui ont des alibis. Et puis, des fois, il y en a qui n'en ont pas. On va reprendre la data viz. Et on va la regarder un peu mieux. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on a des trucs qui nous sautent au visage. Là, moi, quand je regarde ça, j'ai ces 3 points rouges qui me sautent au visage. Clairement, si je regarde, c'est mes fichiers TypeScript que j'avais avant. Mais il y en a plein qui traînent un peu partout. Genre là, il y en a un tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Alors là, on le voit pas bien, c'est un CSProche, c'est juste un fichier de description de projet. Sur un projet .NET, c'est OK, un projet, ça vit, on ajoute des fichiers, on en enlève.
Ok, très bien, pas de problème pour moi. Il y en a plein de petits ici. Ici aussi, là, il y en a 2 petits qui sont un peu isolés. Pareil, c'est de la conf, c'est du fichier de projet, très bien. Là, ces 3 fichiers type script là. Hop, donc celui-ci, on a nos optimization workspace components. Ces deux-là, ceux-là, ils vont passer à la casserole. On va les amener au poste, on va interroger. Ici, je me pose la question. Ici, j'en ai un gros qui est bien rouge. Optimisation API controller. Ouh, un contrôleur avec autant de code, autant de modifs. J'ai un gros smell. J'ai les copains à côté, là, Event Treatment et un autre API controller qui sont un peu gros. Alors lui, il est moins rouge que les autres, mais il me paraît vraiment énorme par rapport au reste. Lui, je décide de l'analyser. Celui-là à côté, il est plus petit. Il faut choisir ses combats. Avec les 3 du dessous et ces 2-là, je suis déjà à 5. Ça me paraît déjà pas mal. Donc, je vais choisir de ne garder que ces 5 fichiers-là. Ça ne veut pas dire que les autres, je les oublie. On va stacker pour le futur. Mais on va regarder ces fichiers-là. Tac, tac, tac. Et on va faire encore un peu de Python. J'avais jamais fait de Python, j'ai dû me mettre un peu le nez dans les scripts. Je vous raconterai ça à la fin. On va lancer un nouveau traitement sur chacun de ces fichiers. Là, c'est un script Python toujours fourni par Adam Thornhill qui va calculer une trend, une évolution de la complexité dans le temps. On lui donne un commit de départ, un commit de fin, un nom de fichier, et on balance ça dans un CSV. Je me suis vraiment transformé en chef de projet, j'ai fait plein de CSV, plein d'Excel, plein de graphes, c'était fabuleux. C'est pas fini, vous allez en voir d'autres. La vraie question, c'est là, on parle de complexité. Qu'est-ce qui est choisi comme indicateur de complexité ici? La taille des fichiers ne suffit plus, et là, on a le temps de calculer quelque chose d'un peu plus complexe. Mais encore une fois, il faut quelque chose qui soit relativement agnostique des langages. Donc, ce que Adam Thornhill a choisi ici, c'est le niveau d'indentation. C'est tout bête. Si on a un if avec un for, avec un if, avec un for, on a un gros niveau d'indentation, on sait que ça va être compliqué. Maintenant, la plupart des IDE font lint le truc à peu près proprement. Donc, c'est un truc qui est relativement fiable. Et on va le lancer sur chacun des fichiers. Donc, ça prend un peu plus de temps. Après, c'est de l'ordre de la seconde, parce qu'il va se connecter à Git, tout ça. Et c'est là qu'on va retrouver un super... tac, tac, tac. Un super beau fichier Excel, encore une fois. Donc là, je vous passe l'édit en live. Je sens que je vais encore avoir des problèmes de résolution. Ouais, ça va être chaud. Tac, tac. Est-ce que je peux dézoomer mon truc? J'aurais dû prévoir ça. On va dézoomer. Oh, peut-être pas à ce point. Alors, qu'est-ce qui nous sort, ce truc-là? Il nous sort 2 métriques, enfin, il nous sort plein de métriques. Moi, j'en ai gardé que 2 ici. Je garde un nombre de lignes, une complexité moyenne, et une complexité totale qui est un peu plus ou moins une multiplication des deux. Et je regarde chacun de mes fichiers, et j'ai tout de suite des indications sur ce qui s'est passé dans le temps sur mon fichier. Et je vois que sur mon premier fichier type script, et ben concrètement, on commence à 4500 lignes, ça fait des gros fichiers quand même, hein. 4500 lignes, c'est hardcore à éplucher. Et je vois que ça a augmenté quand même pas mal dans le temps, ce qui confirmerait un petit peu les soucis qu'il y a dessus. Ça rebaisse un peu sur la fin, mais voilà. Là, il va falloir aller voir avec l'équipe et essayer de voir si on ne peut pas découper, trouver des responsabilités, pousser des trucs à droite à gauche. Par contre, d'un point de vue complexité moyenne, on a un niveau à 1, c'est-à-dire que passé le niveau de la fonction, on a assez peu d'indentation. Et bah, c'est presque une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça va être facile de sortir des blocs, on ne va pas se retrouver avec des fonctions ultra complexes, normalement ça devrait être plus simple à gérer. Si je prends un de ces petits copains derrière, pourquoi il me remet le niveau de zoom à ce niveau-là encore? J'ai un peu la même, c'est-à-dire que j'ai un volume de fichiers qui ne fait qu'augmenter, et j'ai un niveau de complexité qui reste stable, qui a un 5, un 6, tout ça, c'est pas énorme, donc c'est un peu la même conclusion. On a des fichiers qui sont juste à réduire. Le troisième fichier type script, c'est exactement la même, je vous refais pas le descriptif. Si je pars côté back, côté back, j'ai une trend qui est un peu différente, enfin qui est complètement différente. J'ai un fichier qui partait à 3000 lignes et qui réduit. Et ça, c'est aussi un bon indicateur, parce qu'on aime bien aller critiquer, mais si j'ai des devs qui arrivent à faire
baisser le volume d'un fichier d'un tiers comme ça sur un an, je vais leur dire c'est cool, on continue. Je ne sais pas ce qui a animé cette dynamique-là, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Peut-être vous avez juste supprimé du code mort, vous avez peut-être extrait des responsabilités, c'est cool, ça baisse. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est ça. Ça a beau baisser, on a un niveau de complexité qui est au-delà de 4. C'est-à-dire qu'en gros, il y a au moins 4 niveaux d'indentation dans chaque fonction. Et ça me plaît pas. Surtout dans un contrôleur. Ça sent, il y a trop de traitements métiers, il y a trop de transformations qui sont faites à cet endroit-là. Je veux qu'on traite cette problématique-là. Limite, la taille du fichier, je m'en soucie pas puisque la dynamique a l'air bonne. Par contre, il faut absolument qu'on traite ce problème de complexité. Je ne veux pas avoir autant de complexité à gérer sur un contrôleur. Et là, j'ai le dernier, celui qui est sympa, là, qui était le plus gros. Qui a été le plus gros, qui du coup tourne à 5000 lignes, mais qui a un niveau de complexité qui est stratosphérique. Alors il y a un petit artefact statistique que j'ai pas expliqué, et qui me fait pas souci à la fin, voilà, ça monte, ça redescend. Il y a peut-être eu un commit bizarre, c'est pas très grave. Mais là, encore une fois, j'ai un niveau de complexité qui est hardcore. Ce qui est intéressant avec tout ça, moi, ce qui m'a intéressé avec tout ça, c'est que non seulement je valide que j'ai des problématiques sur des fichiers, mais en plus, j'ai déjà des axes de travail qui ont émergé. Et ça, c'est globalement une bonne nouvelle, parce que je sais sur quoi je peux travailler et je sais comment je vais pouvoir travailler sur tout ça. Donc, ce que j'ai fait sur cette partie-là, j'ai commencé par éliminer des faux positifs. Ça sert à rien de se fatiguer sur des fichiers qui n'en valent pas le coup. J'ai des premiers axes de travail. Et comme la ref est britannique, on va pouvoir prévenir Scotland Yard, on va appréhender les suspects. Et en fait, non, on ne va pas appréhender des suspects, parce que les suspects qui risquent de changer de pays où ça va devenir compliqué, le code il sera toujours là demain. Donc on verra demain ce qu'il reste à faire. En tant que dev, il y a un truc qui arrive à la plupart d'entre nous. On travaille toute la journée sur un truc, on galère, on n'y arrive pas, machin, et souvent à 2h du matin, pourquoi j'ai pas fait ça ? Oh, c'était ça la solution. Là c'est pareil. Et si mes suspects, mes fichiers, ils n'étaient pas tout seuls ? Et s'ils avaient des liens avec d'autres fichiers que j'aurais pu zapper ? Et s'il y avait des liens avec d'autres qui pourraient me permettre d'affiner certains axes ? Je voulais en avoir le cœur net. Et dans son infinie mansuétude, Adam Torney il a déjà prévu le coup. Avec le premier outil qu'on avait vu au départ, CodeMath, on peut lui filer un autre paramètre qui s'appelle coupling. Et là, il va analyser, dans le Gitlog, il va analyser le couplage qui peut exister entre chacun des fichiers. Il va prendre les commits, il va regarder les fichiers, et il va faire des stats. Tel fichier, il a été commité avec tel fichier, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il va sortir des stats comme ça. J'ai encore fait de l'Excel. Non, c'est beau le métier de dev, on fait de l'Excel et tout, c'est super. Alors là, ça va être plus pénible. Hop. On va dézoomer un peu. Alors j'ai un filtre qui est déjà en place. Ce qu'on voit ici, j'ai pris mes fichiers type script. Alors j'ai pas trouvé le S005. Alors ça, c'est un truc que j'aurais pu... C'est un truc qui se voyait dès le départ. J'ai 3 fichiers qui s'appellent pareil, il y a juste un préfixe. Il y a Optimization Workspace, il y a S003, S005, et derrière, c'est le même nom de fichier. Il s'avère que ces fichiers-là sont quasiment, une fois sur deux, ils sont committés ensemble. Ce que ça m'apprend sur le fait qu'ils soient committés ensemble, c'est qu'ils partagent des problématiques communes. Soit il y a des traitements qui sont interdépendants, et quand on en modifie un, il faut modifier l'autre. Soit, il y a trop de choses dupliquées, et quand on fait une modif quelque part, il faut aller se la repalucher 2 fois, 3 fois. Spoiler, c'est la deuxième, puisque c'est une question de marché, en fait. Les S003, c'est des marchés internationaux différents, donc il y a des trucs qui sont en commun. Et ce que ça me dit comme métrique, c'est qu'en fait, là où
je disais qu'il faut faire une analyse, il faut un peu découper les fichiers, trouver des responsabilités pour faire en sorte qu'ils soient plus navigables et un peu plus maintenables. Il ne faut surtout pas les prendre un par un. Il va falloir les lire un petit peu ensemble. Il y a certainement des choses qui sont mutualisables. Je ne suis pas partisan de mutualiser tout de suite des trucs qu'on ne sait pas, mais c'est-à-dire que là, la Codebase, elle a plusieurs années. S'il y a des choses qui sont à mutualiser, on trouvera des choses pertinentes à faire. Et encore une fois, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre d'affiner pas mal le travail qu'il y a à faire dessus. Plutôt que de refacto de déplacer des trucs un peu au hasard, on va regarder les trois en même temps. Au moment où on va faire du tasking, on va dire non, ok, on prend du temps, on prend une demi-journée, on regarde les trois fichiers et on voit ce qu'on peut commencer à sortir. Si je sors un autre filtre, tac, 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 comment il s'appelait? J'avais mon event treatment, là, il était où? Hop, ça doit être lui. Ah, je l'ai raté. Ça, c'est le point douloureux de cette conf, parce qu'il faut que je me retourne pour voir ce que je fais de l'autre côté. Je disais... Et si je ne misclique pas, que je ne me trompe pas de fichier, Event Treatment, voilà, c'est bien celui-là. OK. Lui, il est lié à 4 autres fichiers. En premier lieu, il est lié au contrôleur qui était juste à côté, on l'avait vu dans la data vis, c'était le petit contrôleur qui était à côté. Si j'ai une couche qui a priori ressemble à du service, qui est modifiée hyper souvent en même temps que le contrôleur, j'ai peut-être un peu trop de couplage entre les deux. Si on doit modifier un contrôleur parce qu'on modifie une couche de service, ça sent peut-être pas bon. Encore plus gênant, j'ai perdu le pointeur, voilà, j'ai un simulation web model, au sens, alors c'était une tentative de faire du MVC, là j'ai un modèle qui est lié à ma couche de service, et ça, d'un point de vue séparation de responsabilité, ça me plaît pas des masses. En parcourant le fichier, j'ai effectivement retrouvé ce truc-là, c'est ma couche de service qui prépare les modèles pour le contrôleur, en même temps qu'elle fait ses tâches. Et ça me plaisait pas. L'autre problème, qui me pose encore plus problème, c'est celui-là. Même si la fréquence n'est pas énorme, alors les fichiers EDMX, c'est l'ancien format de description d'Entity Framework, c'est l'ORM de Microsoft dans l'environnement .NET. Et si j'ai ma couche service qui est à ce point couplée à mon ORM et à ma base, encore une fois, ça sent pas bon. Il va falloir casser ce silo-là. Et ça aussi, j'ai envie de le prendre comme une bonne nouvelle parce que ça me donne des axes assez précis et assez faciles à gagner en disant, mes interactions avec la base de données, elles n'ont rien à faire dans cette couche-là, je peux les sortir relativement simplement. Et c'est des axes qui collent bien avec les problématiques de complexité que j'ai eu à gérer. Si je reviens là-dessus, donc ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est qu'effectivement certains hotspots, donc des points chauds, ils ne fonctionnent pas seuls et ils méritent d'être traités comme un ensemble. Non seulement parce qu'on pourrait rater des trucs, il y avait mon deuxième contrôleur que j'ai pas voulu prendre, peut-être j'aurais dû le prendre dans l'analyse, peut-être j'aurais dû l'embarquer, mais dans tous les cas, ça permet d'affiner les analyses et les axes de travail qu'on veut appliquer. Est-ce que c'est la fin de l'enquête? Quelque part, oui. J'ai trouvé des suspects, même des coupables. C'est pas des gens, les coupables, j'aurais dû le dire dès le début. Le but, c'est pas de trouver de faire un guide blame. Ça, c'est sinon fin de la. Je devrais faire une intro comme ça. Trouvons des coupables, guide blame. Merci, salut. Non, le but, c'est vraiment de traquer des pain points. Et quelque part, je suis content parce que j'ai trouvé des coupables et on a des axes de travail. Mais en fait, non. Si vous vous rappelez le début de ce que je vous racontais, j'ai choisi une fenêtre temporelle bien particulière. Tout me porte à croire que si j'avais choisi une autre fenêtre, j'aurais eu des résultats peut-être semblables, mais potentiellement hyper différents. Si j'avais pris les 3 derniers mois, si j'avais pris peut-être 2 ans, si j'avais pris peut-être une période de 6 mois, mais plus en arrière, en réduisant, j'aurais forcément eu des résultats différents et peut-être d'autres axes de travail. Donc, c'est pas parce que cette enquête est finie que l'enquête générale, elle l'est. Quelque part, tant qu'il y aura des points de douleur à la livraison, l'enquête ne sera pas terminée. Elle sera terminée quand le projet sera fini, et les projets sont finis quand il n'y a plus d'utilisateurs ou qu'il n'y a plus de budget et qu'on arrête tout. Donc je voudrais vous résumer la démarche globale de manière très simplifiée. On est à Alpcraft, je pense que j'ai pas tant besoin que ça de le dire, mais ça va toujours mieux en le disant
qu'on le laisse en suspens. L'important ici, c'est pas les bouts de script que je vous ai montrés, c'est la démarche. En gros, on va essayer de chercher des indices. On sort une scène de crime et on cherche des indices. Après, on fait émerger des suspects. On va voir, il y en a plein, on va analyser ces trucs-là et on va confronter un petit peu aux preuves. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? Est-ce qu'il y a vraiment un problème ou pas? Est-ce que c'est très ponctuel? Et qu'est-ce qu'on fait après? Comme on est des gentils devs, qu'on travaille bien, on prend les mêmes, on recommence et on itère jusqu'à ce qu'on lève un maximum de pain points. Et après, me direz-vous, et bien après, j'ai envie de poser la question, la démarche que je voulais, c'était amasser de la donnée, pour quelque part être plus factuel que mes semelles perso. Alors oui, effectivement, là j'ai de la donnée un peu tangible, j'ai des outils de visualisation qui me permettent de projeter des choses qui sont plus factuelles que de « je crois que là ça va pas ». En termes de communication, c'est plus efficace. Sauf que c'est hyper biaisé. La première analyse sur les mots-clés que j'ai fait, je cherchais à prouver un truc. Et je vois, j'ai réussi à le prouver, mais on trouve toujours ce qu'on cherche. Ça s'appelle le biais de confirmation. Si vous voulez une conf sur les biais, autopromo, j'ai fait un talk il y a quelques années, c'est trouvable sur YouTube. Votre cerveau est nul, tout ça. Mais vraiment, faites gaffe aux biais. Le but de ces analyses, c'est de trouver des axes de travail auxquels on n'aurait pas pensé. Pour moi, c'est vraiment la force de ces pratiques-là, c'est d'aller là où on n'aurait pas forcément pensé à aller de prime abord. Pour aller plus loin, là, ce que je vous ai fait, c'est un règle qui est ultra parcellaire. Si vous voulez, j'ai amené le bouquin, je pourrais vous le sortir, il y a quand même 200-300 pages. Je pense que j'ai exploité à peu près, là, dans ce que je vous présente, j'ai dû exploiter 20% de ce qu'il y a dans le bouquin. Il y a beaucoup plus, que ce soit sur les pratiques, d'où ça vient, comment tout ça est né, toutes les analyses possibles. Il y a énormément de choses que j'ai pas faites. Donc vraiment, lisez le bouquin. Je ne suis pas sponsorisé, je vais y penser peut-être un jour, puisqu'il y a des gens qui commencent à s'y mettre. Mais vraiment, lisez ce bouquin-là. Une des analyses que j'aurais voulu faire, en repartant sur le Gitlog et en ajoutant, là ce que j'ai pas fait, le nom des personnes qui committent, on peut avoir énormément d'informations sur la dynamique d'équipe. Si c'est toujours la même personne qui modifie le même fichier, on a un gros single point of failure, c'est le bus factor. Hein. Si cette personne-là passe sous un bus, on n'a plus personne pour toucher ce truc-là. Et s'il n'y a qu'une personne qui touche, c'est peut-être que le truc est imbitable, il va peut-être falloir travailler dessus. Il y a plein de choses comme ça qui sont, c'est juste un exemple, hein, qui sont à creuser. Donc, encore une fois, lisez le bouquin. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Sylvain Couder, je suis freelance, dev, j'essaie très maladroitement d'être coachcraft. Vous avez ici un QR, ils vont rester affichés, vous inquiétez pas, un QR qui pointe vers le GitHub où je mets tous les scripts, tout ce que je vous ai montré là. Je détaille, j'explique un peu la démarche, les deux trois pièges un peu naze auquel je me suis frotté. Ici, si vous voulez donner du feedback, je suis preneur. Je suis trouvable sur LinkedIn. Je mets Twix et Twitter X. Pour l'instant, j'y suis encore. Il y a aussi un Blue Sky. N'hésitez pas à venir faire coucou là-dessus. Je serais ravi de discuter de ça. Quelques remerciements quand même. Adam Thornhill, qui a sorti ce bouquin que je trouve incroyable et qui est beaucoup trop méconnu à mon goût. Les copains Romain et Adrien, c'est eux qui m'ont parlé de ce bouquin, donc rendons à César ce qui lui appartient. Quelques refs, donc voilà, là c'est le GitHub, c'est le QR code qui est ici. Le GitHub de Romain, il faut savoir que quand j'ai récupéré le bouquin, il y a un GitHub pour récupérer les scripts. Les scripts sont en Python 2. quelque chose, j'ai installé un Python, c'était en 3, ça marchait plus, j'avais jamais fait de Python, j'ai dû corriger le truc. Romain l'avait déjà fait, c'est pas grave. On a le code source de CodeMath et tous les liens qui tournent vers ce qu'a proposé Adam Thornhill. Le bouquin vient de sortir en 2e édition, j'ai pas encore parcouru. Tout ce que je sais, c'est qu'il a mis à jour le GitHub avec, pour à mon avis aller avec la 2e édition, et les scripts Python sont corrigés, ils passent en V3, ce qui est plutôt sympa. CodeSyn, c'est la boîte d'Adam Thornhill. Lui, il propose, c'est toujours pas sponsorisé, promis, les analyses que j'ai montrées là, il propose de le faire en mode SaaS. Il vend un service, un outillage qui va permettre de le faire automatiquement. Très honnêtement, j'en ai discuté avec des gens, d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il y a ici.
Mais malgré tout, je trouve ça intéressant d'adopter le côté artisanal de ce truc-là pour comprendre la démarche, comprendre où peut nous mener, et éventuellement après discuter tarifs parce que, alors je crois que sur les projets open source, c'est gratuit. Par contre, si c'est pour une boîte, ça coûte. Mais a priori, c'est pas si cher. J'ai pas d'infos là-dessus. Vous pourrez le chercher. Merci aux speakers, aux sponsors. En tant que speaker, avant, je dis « Oh, ils sont pénibles, les sponsors et tout. » Non, après avoir discuté une fois ou deux avec des orgas, merci aux sponsors. J'ai pas la slide à jour, il manque Energy Pool. Quand j'ai récupéré la slide, il n'y avait pas le logo d'Energy Pool. Donc merci vraiment aux speakers de faire en sorte qu'on puisse être là pour parler de tout ça. Et il reste 4 minutes 30 s'il y a 2-3 questions. Je peux prendre 2-3 questions si vous le voulez. Vas-y. Ouais. En fait, dans quelle mesure, sur cette intervention, quand tu as annoncé ça aux développeurs, dans quelle mesure ils étaient surpris? Ils ont découvert quelque chose ou ils disaient déjà ouais, mais enfin là, on savait que c'était le truc qui peut être. Alors la question, dans quelle mesure les devs ont été surpris, il y a une réponse longue, une réponse courte, il faut que j'arrive à faire la courte. Il y a une partie des devs qui était un peu dans le déni, non mais en fait ça va. La réponse plus longue, c'est que politiquement le contexte du projet était compliqué et je suis sorti très peu de temps après, donc j'ai pas pu malheureusement mesurer les conséquences du truc. Question de budget, tout ça, politique interne. Mais en fait, il y en a une partie qui savait plus ou moins sans avoir mis le doigt dessus, et une bonne partie qui... ça va en fait. Genre on souffre, mais on a l'habitude. Enfin, c'est le principe du poison, on s'en met un peu tous les jours, le corps il est habitué. On regarde le turnover et puis on en rediscute. Il y avait une autre question. Ouais, je voulais te demander, est-ce que on peut automatiser un petit peu ça pour avoir des indicateurs que l'on utiliserait quotidiennement ou régulièrement pour voir si ça s'améliore ou si ça empire? Eh ben, alors il y a 2 réponses à ça. C'est des scripts. Ah pardon, est-ce qu'il y a... Oui, excuse-moi. Donc je répète la question pour l'enregistrement. Est-ce qu'il y a moyen en gros d'automatiser ça pour avoir des trucs quotidiennement ou régulièrement? C'est des scripts, donc oui, ça s'automatise à la main, ou sinon il y a Codesyn, c'est déjà automatisé et ça va plus loin. Et clairement, quand on se lance dans des analyses comme ça, je pense qu'il faut faire ça régulièrement. Tout dépend des trains de livraison. Là, on avait une équipe super agile qui mettait en prod tous les 3-4 mois. Donc je pense que ça aurait été pertinent... Le troll s'est vu, c'est bizarre. Je pense que ça aurait été pertinent effectivement de relancer des analyses à chaque itération de ce type-là, à chaque période. Ouais, je pense que ça valait le coup. Il y en avait une autre par là, ouais. Tu vas pas parler des tests? J'ai pas parlé des tests, c'est vrai. Quelle est la question? Est-ce que tu as une idée pourquoi j'ai pas parlé des tests? Voilà, j'ai la réponse. Ça, c'est un truc c'est une question qu'on m'a déjà posée. C'est un truc, quand on a une belle couverture test, on peut voir le niveau de couplage entre les tests et les implèmes. Et s'il y a trop de couplage entre les tests et les implèmes, on a un autre axe de travail pour gérer notre qualité de code sur les tests. Mais là, j'ai pas parlé de tests parce qu'il n'y avait pas de tests. Une dernière, je ne sais plus où c'était. Non, il n'y avait plus. Et s'il n'y a plus, merci beaucoup, je suis dispo toute la journée.